ça, je vous donne des exemples Qu'est-ce que concrets. c'est que cette Pour histoire? ça, je vous donne des... Votre métier, c'est offrir de l'amour. Tout à fait. Déjà, dans amour, vous savez, on a écrit le mot amour à M-O-U-R. Les personnes ne s'attardent pas sur ce mot. Dans amour, il y a A, aimer, M, le manifester, O, ne jamais l'oublier, U, l'utiliser, R, le rationaliser. Si on a compris ce mot, c'est extraordinaire. Je dis, m'installer. Il me dit, oui, tu vas t'installer. Il faut que tu aides les gens. Je trouve que vous avez été touché par la grâce. Moi, je dis qu'on va vivre un autre monde. Bienvenue sur ABC Talk. On a le plaisir d'accueillir encore une haute personnalité que vous allez pouvoir évidemment découvrir, une autre personne qui vient nous parler de son expertise de médium, de magnétiseur, entre autres, mais au parcours de vie que je trouve assez singulier et très très intéressant. Jean-Claude Horry est avec nous. Bonjour Marc, et puis la petite réponse que je vais donner, je suis très heureux d'être là. Par rapport à des personnes qui vous regardent souvent. Alors, c'est pas que j'ai hésité à venir, mais j'ai un passif par rapport à tout ça, où j'ai pu faire des émissions. Donc, j'en ai fait avec un journaliste qui est décédé aujourd'hui, qui était Marc Défendante. C'est pour ça que ça m'a surpris, parce que le jour où Sébastien m'a appelé, c'était le jour de l'anniversaire de son décès. Okay. Donc c'est un signe pour moi parce que j'avais un lien avec lui qui était extraordinaire et on avait des projets par rapport à faire certaines choses et ça n'a pas pu se faire. Et puis ce jour-là, on m'appelle pour préparer l'émission. Eh ben, formidable. Oui, donc c'était quand même particulier. Pensez pour notre confrère. C'est ça. Donc sans doute ça a été important aussi. pour moi, ça a été un signe du ciel. Bon, ben merci d'être là en tout cas Jean-Claude, je suis content de vous accueillir. On va parler donc de votre parcours. Mais alors vous dites que c'est quand même extraordinaire. Votre métier, c'est offrir de l'amour. Tout à fait. Déjà, dans amour, vous savez, on a écrit le mot amour à M-O-U-R. Les personnes ne s'attardent pas sur ce mot. Dans amour, il y a A, aimer, M, le manifester, O, ne jamais l'oublier, U, l'utiliser, R, le rationaliser. Si on a compris ce mot, c'est extraordinaire. Mais d'où ça sort, ça? C'est moi qui l'ai... C'est votre façon de décrypter le mot amour? J'ai une façon de décrypter tous les mots du français. Et tous ces mots, avec ces voyelles et ces consonnes, ont un symbole, ont une vibration. Comme les prénoms. Souvent, les personnes me regardent, me consultent, ils vont dire « je m'appelle Jacques » ou « je m'appelle Marc ». Dans chaque prénom, on a l'identité de la personne par rapport aux voyelles et aux consonnes. Donc, mais ça, on l'a en numérologie, par exemple, oui, aussi. Mais moi, tout ça, je ne l'ai pas appris, parce qu'il faut savoir que mon parcours il a été très particulier. On va y revenir, bien sûr. Voilà. Moi, je ne l'ai pas appris, c'est que ce guide, quand il s'est présenté à moi, pendant 18 ans, il m'a travaillé tous les jours. Et il m'a appris tout ça. Ça veut dire que des fois, je disais, je suis fatigué. Il me disait, écoute ce que je te dis. Ce mot, je l'ai entendu des millions de fois. Alors, on va remettre dans le contexte parce que là, vous êtes allé direct là où il faut. Oui, non, mais c'est important. C'est important parce oui. qu'effectivement, il y a une date, une année précise et une heure précise. On est en 1991. Tout à fait. Il est 16h. Il est 16h. Alors, pour recontextualiser les choses, où êtes-vous à ce moment-là? Quelle est votre vie à ce moment-là? À ce moment-là, je suis gendarme, en brigade motorisée. Vous êtes motard? Donc, je suis motard gendarmerie, les anges de la route, motard gendarmerie. J'ai tout pour plaire parce que j'ai passé l'OPJ, donc pour évoluer dans la gendarmerie. Officier, donc, c'est ça? Oui, officier de police judiciaire pour faire les enquêtes, etc. Et à 16h, je prends mon café, j'habite Sainte-Maxime, je suis dans mon appartement. Dans le Var? Dans le Var. Et à 16h, donc café à la main, j'ai une apparition, j'appellerais ça une apparition, mais l'apparition que j'ai, c'est pas une apparition, vous savez, en disant c'est une image que tu as vue passer, c'est dans le brouillard. Non, c'était très net comme je vous vois. Et le personnage arrive, qui m'a impressionné, bien sûr. Il était très grand, il enlève sa capuche et il m'a tout de suite dit « Dans 1 mois, tu quitteras ton métier, tu feras ce que je te dis. » Donc j'étais seul dans l'appartement. Hallucination, hallucination. Vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans ma tête, je me suis dit, soit il s'est trompé d'appartement, je mets un peu d'humour, soit il s'est trompé d'appartement, dans 1 mois je quitte mon métier, c'est pas mes résolutions. Alors que vous avez précisément envie d'évoluer dans ce métier pour redevenir officier. Certainement. Et donc ça dure quand même 4-5 minutes, c'est long 5 minutes, j'en parle à personne. Je garde ça pour moi, je n'en parle à personne. Mais vous le voyez véritablement en face de vous? Je le vois comme il se matérialise comme... Il s'est matérialisé parce que j'étais petit enfant devant lui, parce que c'était impressionnant au niveau vibratoire, le regard puissant qui m'a scruté. J'ai dit, là, tu plaisantes pas, t'écoutes ce qu'on te dit. Bon, mais comme ça dure, vous dites ça dure quelques longues minutes, donc il a le temps de vous dire des trucs. Pendant ces longues minutes, il m'a juste dit, tu vas suivre maintenant mes instructions, dans 1 mois, tu quitteras la gendarmerie et je viendrai te revoir. Donc,
le temps s'est écoulé, et il s'est passé 1 semaine, 2 semaines, et au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, pas bien. Si je vous dis pas bien dans mon métier, pas trop envie d'y aller, Aïe. mal au ventre le matin quand j'y allais, Aïe. pas bien. Et donc j'en parle à mon commandant d'unité, je dis, écoute, je m'endors le soir et je me réveille le matin, je pense pas que je vais rester dans la gendarmerie. Donc il me dit, attends... Qu'est-ce que tu me fais là? Il me dit, soit tu es fatigué, tu prends des congés, on t'en donne, mais tu vas pas partir comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, il faut savoir que dans le contexte aussi à l'époque, j'étais marié, je devais divorcer, ça c'était prévu. Alors il me dit, tiens, c'est peut-être dû à son divorce, il fait une dépression, il fait un burn-out. Non, c'était pas du tout ça, parce que bon, j'étais préparé à vivre ce que j'allais vivre. Et là, le mois s'écoule, et là je le revois, je lui dis, écoute, j'ai bien réfléchi, je démissionne. Donc il me prend ma démission, il m'a dit, j'en tiens pas compte. Ah, je dis, écoute... Donc il refuse votre démission. Il me dit, tu démissionnes pas. J'ai dit, écoute, je te la referai, mais je veux partir. Donc, alors, quand vous dites ça, vous savez où vous allez? Non. Je sais pas. Du tout. Perdu. Perdu. Puis il faut savoir une chose, c'est que le fait de démissionner de l'unité gendarmerie, j'avais pas le droit aux aides sociales, j'avais pas le droit au chômage, parce que j'étais démissionnaire, et puis pas retraité, parce que j'avais 11 ans de gendarmerie. Donc pas de retraite, rien. Hein. Rien du tout. Hein. Je partais brut. Hein. Waouh. Donc, mes parents affolés en disant on ne reconnaît plus notre fils. Les faux amis ou les amis, parce que je vous parle de faux amis, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à partir du moment où j'ai vraiment pris cette résolution, je suis parti, pas beaucoup sont restés à mes côtés. Parce que j'étais devenu le marginal, j'étais devenu celui qui n'était plus le gendarme, vous savez, qui était... Alors, je ne dis pas que le gendarme est respectable, mais il était gendarme, il avait un métier, etc. Et là, tout s'arrête. Ça veut dire que je me retrouve à vivre dans un studio, dans un 2 pièces, et à dire qu'est-ce que tu vas faire? Mon Dieu, mon Dieu. Alors revenons juste un instant d'abord sur la matérialisation de celui que vous appelez votre guide, oui. Et qui porte un nom. Oui, Baphomet. Baphomet. Alors Baphomet, au départ, ça m'a fait un peu peur parce que dans les représentations historiques, Baphomet, il était représenté avec des cornes et des sabots. Vous savez, c'est comme ça qu'on l'avait représenté. Moi, je ne l'ai pas du tout vu avec des cornes et des sabots, hein, je vous le dis de suite. Hein. D'ailleurs, j'ai la photo, je vous l'ai amenée ici, je vous la montrerai. Hein. La photo de Baphomet. Baphomet? Ah oui. Mais d'où elle sort cette photo? Ah oui, regardez. Moi, je vous la montre. Il est apparu. Il est apparu comme vous l'avez là, et je vous dirai comment je l'ai obtenu, ce poster. Non mais... Voilà, ça c'est Baphomet. Voilà. Non voilà. Mais... Incroyable. Quand il a enlevé sa capuche, il était avec ses yeux-là, avec ses éclats, comme il est là. Hein. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ce qui a marqué derrière? Oui, c'est musée Rob Julien. Alors, Rob Julien, le petit raccourci que je vais faire, Rob Julien était un peintre athée à l'époque. Il était géomètre de métier, et un jour, il a rencontré Baphomet. Mais lui, il l'a peint. C'est-à-dire que, je vous dirai comment je l'ai retrouvé sur ce poster, parce que c'est toute une histoire. Quand j'ai quitté donc la gendarmerie, je me suis retrouvé au bout de 3 semaines, 1 mois, à dire, Jean-Claude, t'as fait une connerie, parce que bon, tu travailles, t'es courageux, tu vas le faire, mais je me suis dit, mais t'as plus rien, quoi. Ah oui. Et donc, en décembre 91, donc de la même année, je décide à 3h du matin d'aller sur la plage près du casino de jeux de Sainte-Maxime, qui était fermé à l'époque, il était fermé, il n'était pas ouvert. Et à 3h du matin, j'ai dit, écoute Jean-Claude, tu te mets en slip, tu vas nager, tu vas rentrer dans l'eau, tu vas nager, une fois que tu seras fatigué, on n'entendra plus parler de toi. Vous vouliez mettre fin à vos jours? Oui, tout à fait. Par noyade? Tout à fait, tout à fait. Donc 3h du matin, Mistral, je peux vous dire que ça caillait. Hein, je peux vous dire, c'est vrai. Même si on est à Sainte-Maxime, alors il y a de temps en temps, il y a des gens l'hiver qui se baignent. Et je rentre dans l'eau, donc 3h du matin, de l'eau jusqu'à la taille, et là, il y a un gars qui arrive sur la plage. Pas assez rapide. Hein. Il me regarde, et puis il me dit, monsieur, il me dit, je suis au marché couvert, je suis commerçant, est-ce que vous pourriez m'aider à décharger mes caisses? Le marché couvert est tout près du casino de jeu. Hein. Je le regarde, je lui dis dans ma tête, il vient de me sauver la vie. Oui. Je sors de l'eau, il ne me demande même pas ce que je foutais en slip à 3h du matin. Hein. Je me suis rhabillé, je l'ai aidé à décharger sa cargaison, et puis il m'a demandé à la fin, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de Sainte-Maxime? Je dis, oui, je suis de Sainte-Maxime. Je dis, j'ai rien pour l'instant. Ben, il dit, écoutez, j'ai besoin de quelqu'un. Si vous voulez, vous travaillez avec moi. Donc, dès le lendemain, je me suis mis à travailler, à vendre des tomates, à vendre des poireaux, à vendre... Ah oui, non mais... Mais quelle histoire! Et donc, il se passe 10, 12 jours, 15 jours, j'ai pas la notion du temps, hein. Et un jour, quelqu'un vient au stand en me demandant des tomates, des poireaux, et je le regarde, et je lui dis « Bonjour monsieur », mais je dis « Vous avez le sida, vous n'êtes pas en bonne santé, vous ?» Et le gars, il pose son panier, il me dit « Vous pouvez répéter ce que vous venez de me dire ?» J'ai dit « Excusez-moi monsieur », j'ai dit « C'est sorti de moi-même,
J'ai dit, veuillez m'excuser si j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, mille excuses. Il me dit non. Très intrusif, c'est sûr. Il me dit, je suis malade et j'ai bien le sida. Hello les amis, très heureux de vous retrouver. Ici Thierry Villette, facilitateur de l'âme. Je vous annonce avec grand plaisir que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 6 juin. Nous irons découvrir la voie Crystalis. Alors qu'est-ce que la voie Crystalis ? C'est se découvrir soi-même, c'est l'amour de soi. Je vous invite à aller sur le site abctalk.fr, rubrique événements, pour aller chercher ce magnifique billet qui viendra changer votre vie. À très bientôt les amis. Comment vous percevez ça J'avais la perception des gens qui a été d'une force, d'une folie, j'en parlais à personne, mais je savais qui venait me rencontrer, j'arrivais à voir la vie de la personne, je rentrais chez les gens comme dans un moulin. À partir du moment où j'avais vu le personnage. Et donc, il m'a attendu à la fin du travail, parce que, vous allez voir, c'est important dans ma carrière, cet homme. Et il me dit, je peux vous offrir une bière ? Il me dit quand même. Je dis oui, vous pouvez m'offrir une bière, mais je dis, vous savez, je m'excuse encore de vous avoir opportuné. Non, il me dit, ne vous excusez pas. Il me dit, j'ai jamais ressenti une intensité pareille quand on m'avait prononcé le mot sida sur moi. Il m'a dit, est-ce que vous avez déjà magnétisé les gens ? J'ai dit, écoutez, non, je sais ce que ça veut dire, mais c'est pas mon métier. Je vends des légumes. Je suis pas. Je suis un ancien motard. Et il me dit, je partirai pas d'ici tant que vous mettrez pas les mains sur moi. Donc j'ai dit, écoutez, on va pas se mettre en colère, on va pas. Il me dit, écoutez, c'est gentil ce que je vous demande. Il dit, faites-le. Donc je l'ai fait. Donc j'ai posé les mains sur la tête, j'ai posé les mains comme quelqu'un qui sait pas où il va. Poser les mains. Il n'y a pas d'intention particulière, il n'y a pas de prière particulière. Et puis j'avais pas de. Ah oui, il n'y a pas de protocole. J'avais pas de protocole, quoi. Je veux dire, je lui fais et il me dit, oh là là, il m'a dit, vous savez pas qui vous êtes. Il me fait comme ça, il m'a dit, ça me fait un bien fou. Et il s'en va. Mais une fois qu'il est parti, une heure après, j'étais pas bien. Dérangé, mal au ventre, mal à la tête. Je dis, qu'est-ce que tu as fait de mettre les mains sur lui ? Je dis, qu'est-ce que tu as fait de mettre les mains sur lui ? Et ça a duré, 48 heures. J'ai repris ma force et j'ai continué à travailler. Mais 3 semaines après, il revient au stand. Et il me dit, parce qu'il connaissait mon prénom, Jean-Claude, il dit, je peux vous parler après le travail ? Je dis, écoutez, je ne refais pas ce que j'ai fait la dernière fois. Parce que j'étais pas bien. J'ai dit, j'explique. Il me dit, non, il me dit, je vous emmène à l'orgue. C'est au-dessus de Draguignan, dans le Haut-Var, voir un peintre qui peint sur vision. Oh, je dis, si c'est ça, je dis, c'est pas dérangeant. Donc, je pars avec lui à l'orgue. J'arrive au musée pictural Rob Julien, à l'orgue, qui est fermé maintenant. Et je rentre dans le moulin, c'est la femme du peintre qui me reçoit. Et je lui dis bonjour, mais impressionné quand j'arrive dans le moulin. J'avais des sensations, j'avais des vibrations, j'avais des émotions. Et le peintre qui était décédé depuis 1 an, je le vois comme je vous vois. C'est la première fois que je voyais un décédé. C'est le premier décédé que j'ai vu de ma vie. Et il s'approche de moi, puis il me dit, je suis très heureux que tu sois là. J'ai une surprise pour toi au fond du moulin. Va au fond du moulin. Je vais au fond du moulin et je retrouve le portrait. Wow. Ah oui, je retrouve le portrait. Donc les mains qui me brûlaient, j'avais la tête qui allait exploser. Donc son épouse me regarde et elle me dit, mais vous avez de l'émotion, qu'est-ce qui vous arrive ? Je dis, madame, je ne peux pas vous parler maintenant, il faut que je rentre. Donc je suis rentré. Et à partir du moment où je suis rentré à la maison, tous les soirs, entre 2h du matin et 3h30 du matin, il me rendait visite et il m'a donné la formation que j'ai eue pendant 18 ans. Baphomet. Baphomet. Alors, d'où il vient, lui, Baphomet, là ? Baphomet, c'était un peu... Moi, après, j'ai dû avoir un passé templier, moi j'en suis certain, parce que je vous ai raconté certaines choses après. Et Baphomet, c'était un peu le dieu des Templiers. Quand ils allaient à la gagne, quand ils allaient défendre tout ce qui était les religieux, ils faisaient la prière, ils mettaient leurs genoux à terre avec leur épée, puis ils disaient, Baphomet, protège-nous dans la bataille. C'était le dieu des Templiers. Donc, c'était important. C'était important. Alors, juste une parenthèse. Comment pouvez-vous avoir été touché par Baphomet et le mettre dans cet état ? C'est ce poster que vous avez dans la main, dans l'état où il est, ce poster-là, je l'ai récupéré chez la femme du peintre. Il était déjà dans cet état. Ouais, c'est elle qui l'avait. Parce que il faut le mettre sous verre. Il y avait une pièce comme la vôtre, là. C'est un trésor qu'il y avait. Si je vous dis un trésor, parce que Rob Julien voyait de profil. Mais il peignait, entre guillemets, que des Templiers. Et donc, il savait que c'était Baphomet des Templiers ? Il le savait. Il le savait parce qu'il racontait à sa femme, il dit, tu sais, le soir, je ne peux pas aller au moulin, me mettre devant mon cadre, parce que Baphomet vient me rendre visite, et il dit, je suis tétanisé, il dit, c'est une force terrible, il dit, il me guide, et j'arrive plus à faire ce que je dois faire, c'est lui qui me donne, parce qu'il était athée, après il a peint le Christ, il a peint la Vierge, il a fait des choses extraordinaires. Mais elle laissait
tous les tableaux qu'il a peints, ils étaient enroulés comme ils devaient être enroulés. C'était laissé pour contre. Un trésor. Si je vous dis un trésor. Donc il peint Baphomet. Il peint Baphomet. Et il a peint ça. Et Baphomet, je vais vous dire pourquoi. Oui, il a peint ça, oui. Il l'a peint. Alors ce cadre que vous voyez là, quand il l'a peint au moulin, il fait 1m40 sur 1m30. Et il l'a peint en 5-6 jours. Avec toute la lumière que vous voyez dans ce tableau. Il est impressionnant physiquement. Hein. Ben, regardez dans sa barbe, il y a toutes les structures du monde, comme s'il regardait le monde, comme s'il chapeautait le monde. C'est vrai. Il est Comme s'il chapeautait le monde. Je peux vous imaginer une seconde quand même sur votre terrasse avec votre tasse de café et Baphomet qui se pointe. Puis vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'il vienne me voir, moi ? Mais oui, pourquoi moi ? Alors, j'ai compris plus tard pourquoi il était venu me voir, parce que j'ai toujours été attiré par les Templiers. C'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. En tout cas, fasciné par l'histoire des Templiers. Parce qu'avec mon épouse, toujours dans le Haut-Var, un jour, il y avait une petite chapelle au bord de la route, à Commes-sur-Artuby, c'est un lieu de Templiers. C'est un lieu Templier. Et puis je dis à mon épouse un jour, écoute, il faut que j'aille voir cette chapelle parce qu'elle m'attire. Donc un jour d'été, on s'arrête, je vais vers la chapelle à pied, je fais le tour, et arrivé à l'angle de la chapelle, je me retrouve nez à nez, écoutez bien ce que je vous dis, avec un Templier, il sentait mouver. C'était une brute de brute. Il avait sa femme derrière avec un enfant enveloppé dans une toile de jute. Et il me regardait, moi je le voyais, j'étais passé dans un espace-temps qui n'était pas le mien, mais il me regardait, je le voyais. Ça a duré pareil 2 minutes et je disais à mon épouse, regarde ce Templier. Mais mon épouse, qui sentait quand même quelque chose, elle me dit, je vois rien. Elle me dit, écoute, je suis désolé, mais je vois rien moi. Moi je vois rien, mais moi je le voyais comme je vous vois. Donc on me ramenait à aller voir les Templiers. Donc l'âme n'était pas détruite, elle n'était pas éteinte. Il fallait que j'aille les rencontrer puis parler d'eux. Et c'est ce qui s'est passé un beau jour, c'est que je reçois une cliente dans mon bureau. Et j'avais été voir à l'époque, aux Journées du patrimoine, un bâtiment qui était Templier. Et il était fermé ce jour-là. Je dis à mon époux, quel malheur. J'ai pas pu aller visiter le bâtiment, mais j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, l'occasion me donnera un jour. Et cette femme, j'avais un cendrier Templier que j'ai toujours sur mon bureau. Puis elle me dit, monsieur Horry, vous aimez les Templiers, vous ? J'ai dit, j'adore les Templiers. Et je raconte l'histoire. Je dis, ce château, j'ai pas pu le visiter, etc. Elle me dit, c'est tout. Je dis, c'est à tel endroit. Elle me dit, c'est mon château. J'ai dit, c'est votre château ? Elle me dit, vous voulez le visiter quand ? Donc j'y suis allé 48 heures après. Et on est rentré dans le château qui était resté dans son jus. Et quand je suis arrivé dans le château, les hospitaliers m'ont reçu, qui sont arrivés après les Templiers. Ils me montraient du doigt. Ils étaient habillés en noir. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Qu'est-ce que tu fais dans ce château ? Pourquoi tu es revenu ici ? Je disais, pourquoi je suis revenu ici ? J'ai dit, vous me l'apprenez ? Moi, je ne sais pas que j'ai fait un séjour dans ce château. Donc, ils me l'apprenaient. Et il y avait une pièce qui était dans le château, qui était enchaînée. Il y avait une chaîne qui barrait la porte. Je dis, madame, pourquoi vous avez barré cette chaîne ? Elle m'a dit, non. Elle me dit, il y a un maître Templier qui vivait là. Je veux que personne ne rentre dans cette pièce parce que c'est un trésor. Je ne veux pas qu'on y aille. J'ai dit, on peut y aller quand même ? J'ai dit, moi, j'ai envie d'y aller, quoi. Et donc, on y est allé. Et quand je suis rentré dans cette pièce, il y avait mon épouse, il y avait Anne-Marie, c'était la propriétaire, et un écrivain, Richard Buades, qui est un écrivain de Provence. Et quand je suis arrivé, je vois un Templier qui était recroquevillé avec du toile de jute sur lui, il n'y a que moi qui le voyais. Et quand je l'ai regardé, il s'est écarté, il a enlevé sa toge, il était en Templier. Extraordinaire. D'ailleurs, l'écrivain s'est retrouvé à genoux par terre. La propriétaire était collée au vitraux qui était derrière et mon épouse était à plat ventre par terre. Elle ne pouvait plus bouger. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable ? Si. Et donc, il me dit, descends au bâti, il faut que je te montre le château. Donc, je suis descendu au bâti. Je ne savais pas ce que c'était que le bâti, moi. Je suis descendu. Et quand je suis arrivé au bâti, l'écrivain me suivait avec une lampe parce qu'il disait, mais qu'est-ce qui va arriver ? Et là, l'écrivain me dit, demandez-lui son nom. Et moi, je lui demande, je vous appelez comment ? Il m'a dit, je m'appelle Pierre Borgandion. C'est le dernier Templier de Provence qu'on a retrouvé dans les gorges du Verdon. Et il me parlait comme je vous parle. Mais c'est incroyable, cette histoire. Donc, c'est une histoire pour moi qui a commencé à dire, mais j'ai dit, t'as un passé avec les Templiers. Et là, on m'a Mais il y a un échange avec le Templier ? Oui, il y a un échange, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous raconte ? L'échange, moi, vous savez, qui est toujours difficile, qui est toujours des fois même triste.
c'est que la finalité des Templiers, ça n'a jamais été une finalité totale. Je fais un raccourci, hein. Mais la trahison, ils ont subi la trahison, ils ont subi l'ordre, le roi de l'époque qui a dit il ne faut pas laisser ces Templiers parce qu'ils sont plus riches que le roi, donc il faut les éliminer. Donc ça a été, quand on voit De Molay qui a dit sur son bûcher, toi qui m'as sacrifié, qui m'as brûlé, ta vie est comptée. Et il est mort peu de temps après. Hein. Donc ils avaient des pouvoirs, ils avaient des forces terribles sur la science, sur tout ce qui était, même la religion, hein, tout ce qui était même nos cellules, la vie. Ils avaient une avancée qui était extraordinaire. Donc ces Templiers, les âmes de ces Templiers qui sont dans ce château, ouais. Vous reconnaissent? Ah oui, tout à fait. Parmi les leurs? Ah oui, parce que moi, comment je suis arrivé à l'époque dans le château, j'avais reçu une voyante du Luc en Provence. Et cette voyante, au bout de 20 minutes de consultation, elle se lève, elle me dit « Monsieur Horry, je ne peux pas rester chez vous. » D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre. Hein. Et elle me dit « Il faut que je m'en aille. » Je dis « Écoutez, il s'est passé quelque chose. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle me dit « Non. » Elle dit « Rappelez-moi ce soir à 20h, je ne peux pas rester. » Et elle s'en va. Et le soir, je la rappelle à 20h, inquiet hein, quand même. Hein. Je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Moi, je pensais être... Ouais. Et elle me dit, écoutez, derrière vous, il y avait un Templier, donc c'était Baphomet. Elle me dit, je l'ai vu, elle me l'a décrit, c'était bien Baphomet. Elle me dit, j'étais impressionné, je ne pouvais pas rester à vous regarder. Il était là, il me fixait. Elle me dit, je ne pouvais plus rester. Elle me dit, au niveau énergétique, elle m'a dit, il me réduisait à néant. Et elle me dit, je sais où vous êtes mort. Je dis, vous savez où je suis mort? Elle me dit, comprenez-moi, dans une vie antérieure, à Montfort-sur-Argent, la fameuse commanderie templière, où j'ai vu Pierre Bourgondion. Et vous êtes mort là-bas? Oui, parce que j'y suis allé aux portes ouvertes à l'époque, qui étaient fermées. Hein. J'ai touché la porte en bois, et je me voyais au premier étage, le corps à moitié dans le vide, et des moines avec des croix qui étaient énormes en bois, hein, ils me tabassaient et ils me jetaient sur le parvis. Et là, mon épouse a failli appeler même les urgences, parce que je suis devenu blanc. J'ai presque perdu connaissance, je me suis mis assis sur le banc, elle m'a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit « Écoute, je viens de voir une scène, jamais plus je verrai cette scène. » Et je me voyais tomber, me fracasser, quoi. Donc ce que m'avait dit la voyante, tout était vrai. Vous êtes mort comme ça? Ouais, je suis mort comme ça, ouais. Et Rob Julien était enchaîné avant qu'on me jette par le fenestron, le fameux peintre, et il me disait « Je suis désolé pour toi, je ne peux pas t'aider parce que je suis enchaîné. » Donc il était bien présent dans les mêmes lieux. Waouh! Et il faut savoir que Rob Julien... Un des dingues! Et moi, j'ai des liens de partout. Parce que Rob Julien, quand j'ai raconté l'histoire à son épouse, elle me dit, mon mari fumait beaucoup la pipe. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Hein. Et je fumerai jamais, hein. C'est pas mon truc. Ancien sportif, quand même. Hein. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Je dis, il insiste pour que j'aille acheter une pipe, quoi. J'ai dit, je vais pas acheter une pipe pour lui faire plaisir. Et j'ai dû aller acheter une pipe à Saint-Raphaël. Je me retrouve l'été devant un bureau de tabac, il faisait la queue, les gens. Et le gars, il me dit, vous voulez quoi? Je dis, je viens acheter une pipe. Il me dit, vous voulez le tabac qui va avec? Je dis oui. Il dit, vous avez déjà fumé la pipe? Je dis non. Donc j'ai allumé ma pipe et je ressentais Rob Julien qui me disait, ça me fait du bien. Il me dit, ça fait du bien de te sentir fumer la pipe, ça me fait du bien. Et quand j'ai raconté cette histoire à sa femme, elle me dit, venez avec moi. Elle m'a montré un coffret, elle m'a pas offert, elle m'a montré un coffret, il y avait à peu près une quinzaine de pipes dedans. Et elle me dit, prenez 2 pipes. Ça sera en hommage à mon mari. Vous les prenez, vous les garderez en souvenir de lui. Et j'ai pris 2 pipes que j'ai mis dans mon manteau, c'était l'hiver. Et quand je suis arrivé à la maison, la première pipe que j'ai sortie de ma poche, dessus était gravé au couteau O-J-C, Horry, Jean-Claude. Et sur la deuxième pipe, c'était marqué Jean-Claude. Mais c'est pas possible. J'ai tout gardé. Hein. Et c'est là qu'elle m'a offert le pinceau avec lequel il a peint Baphomet, parce qu'avant de mourir, il lui avait dit, tu sais, il y a quelqu'un qui viendra au moulin. J'ai 3 enfants. Mais elle me dit, c'est pas pour mes 3 enfants. C'est un vieux plumier avec un grand pinceau de peintre. Hein. Et elle me dit, tu le reconnaîtras, tu lui offriras. Et j'ai le pinceau avec lequel il a peint Baphomet. Pop, 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 pop. J'adore. Vous savez pourquoi j'aime faire ces émissions? C'est pour ce genre de témoignage-là. Ça va être commenté. Hein. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Il y a des tas de gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il a pris, comment ça se passe, etc. etc. J'ai 64 ans, j'ai l'air quand même en bonne santé. Hein, non, mais non seulement ça, mais en plus vous avez autre chose à faire que de vous mêler à des supercheries de ce genre. Mais c'est incroyable. Alors, on remet quand même les choses dans le contexte parce que on vous a quitté à l'époque où vous êtes en train de vendre des fruits et légumes. Tout à fait. Tout à fait. Et de là, ce fameux Pierre, donc j'ai aidé parce que je l'ai amélioré au niveau santé. Un jour, il m'a dit, écoute Jean-Claude, avec ce que tu as comme qualité humaine... Celui qui a le sida. Voilà, il m'a dit, il faut que tu t'installes.
Je dis, m'installer. Ben, il me dit, oui, tu vas t'installer. Il me dit, il faut que tu aides les gens. Il me dit, il faut que tu aies donné aux gens. Et Baphomet, il vous disait pas ça? Si, il me le soumettait, mais moi, vous savez, quand vous avez appartenu à la gendarmerie, c'est cloisonné, c'est carré. Un peu quand même, oui. Vous savez, c'est carré, quoi, je veux dire. Hein. Et on vous dit demain, on vous dit demain, tu vas te mettre à ton compte. Ah, je vais me mettre à mon compte. Ah, tu vas demander si tu te mets à ton compte, il va falloir que tu fasses des tarifs par rapport aux gens qui vont venir te consulter. Ah, je vais demander quelque chose aux gens. Je suis pas rodé pour ça. Donc, j'avais pas l'esprit. D'ailleurs, au début, quand je me suis installé, ce fameux Pierre, il vient, il me dit, t'as vu, je t'ai envoyé du monde, ils sont très heureux, ils sont même surpris de ce que tu as dit au niveau médiumnité, au niveau soins, et il me dit, ça va pour toi? Il me dit, alors, je dis, ça va pas trop. Il me dit, pourquoi? Je dis, j'ai rien demandé. Il me dit, quoi? Financièrement? Il me dit, ouais, t'as rien demandé. Il m'a dit, tes charges, tu vas les payer comment? Il m'a dit, tu t'es installé. Il me dit, oh, tu vas faire comment? Je dis, je vais faire comment? Je vais me débrouiller. Mais il me dit, non, tu ne vas pas te débrouiller. Il m'a dit, il faut que tu vives. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à reprendre le dessus. Ah bah oui, à me structurer. Mais au départ, j'étais perdu. Vous cherchez à découvrir le yoga, sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Alors, les gens, au départ, ils viennent vous voir. Pourquoi? Pour la Ils viennent médiumnité? me voir. Alors moi, comme je dis, le double don m'aide beaucoup. Parce que souvent, quand quelqu'un vient physiquement me voir, j'ai pas besoin de lui demander pourquoi il est venu me voir. Oui, il y a une femme qui va venir me voir, admettons, je vais dire, madame, vous avez un problème à l'ovaire côté droit, parce que l'ovaire, en ce moment, il est fatigué, et ça vous donne tel trouble, parce que, oui, tout à fait, j'ai passé mon scanner. J'ai une vision des choses. Avant, je voyais en noir et blanc, maintenant, je vois en couleur, et j'arrive à zoomer sur certaines choses que j'avais pas avant. Plus j'avance, plus j'arrive à être précis. Même les médailles, un décédé qui est parti ou quoi, j'arrive à avoir une médaille autour du cou. Si je demande à zoomer, j'arrive à voir des lettres, j'arrive à voir certaines choses, j'arrive à voir ce qui se passe sur la médaille, quoi. Donc ça m'a aidé plusieurs fois, ça, à retrouver certaines personnes. Wow. Ça m'a aidé. Donc au départ, c'était compliqué pour moi, parce que je sortais, les gens me disaient, oui, mais tu verras, quand on est médium, ça se passe que quand tu te concentres. C'est pas vrai. Moi, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, dès que je regarde quelqu'un plus d'une minute ou 2 minutes, j'ai fait le tour. Alors, je vais manger au restaurant. Ma femme, des fois, elle me dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai fait le tour de la salle de restaurant. Alors, je ne peux pas taper sur les épaules des gens, hein, mais j'ai vu. Oui, je sais où je suis. Ah oui, c'est important. Mais j'essaie de me mettre 2 secondes à votre place. Ça a quand même ébranlé l'intégralité. Tout à fait. D'abord de votre vie, de vos convictions, de vos enseignements, de vos formations. Total. Bouleversement total. Total. Mais oui, à fond. Total. Même les prières qui me sont dictées. Par Baphomet, pour le coup. Oui, c'est exceptionnel. Alors j'arrive à écrire, si j'avais le temps, ouais, je vous le dis, hein, mais ça viendra. Hein. Mais si on m'enfermait dans une pièce un week-end, j'arriverais à écrire, admettons, 150 pages sans problème. Oui, je les écrirais avec les prières qui vont avec tout ce qui va avec, sans problème. Baphomet, il s'est représenté à vous ou pas? Oui, mon épouse, on a été témoin, parce que quand il venait, quand je me suis installé, je me suis marié avec elle, je lui disais, tu sais, on a de la visite, on aura de la visite. J'ai dit, le soir, souvent entre 2h et 3h30 du matin, mais elle me dit, attends, la personne ne peut pas venir avant, elle me fait. Vous savez, crédule, hein. Alors, je lui disais, écoute, c'est pas la personne que tu penses, mais je dis, il faudra que tu vives avec. Et au départ, quand ça a commencé à se présenter, elle voyait le dôme blanc dans la pièce, et moi je le voyais comme je vois, hein. Et il arrivait, soit il me tenait les mains, soit il s'allongeait à côté de moi, elle entendait le lit, clac, 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 clac. Mais c'est pas vrai. Ah oui, mais au départ, elle avait la couette comme ça, elle disait, mon Dieu, que ça s'arrête. Et puis après, elle s'y est faite, quoi. Ou alors il m'enlevait la couette partait, puis elle était là, elle disait, on n'a plus de couette, elle dit, ok, j'ai compris. Non. Ah si, véridique. Véridique, elle a vécu des choses avec moi en direct exceptionnelles. Exceptionnelles. Là où certains pourraient considérer que c'est peut-être une âme
maléfique ou quelque chose de plutôt moi, négatif. Pas je veux dire, la forcément plupart du maléfique, temps. parce que Je veux dire, quand vous êtes couché, la couette se barre. ah oui, mais c'est une sensation, c'est une vibration qui est exceptionnelle. Puis moi, je l'aide, hein. Je l'aide par rapport aux soins. Souvent, je suis en difficulté parce que c'est des personnes qui ont besoin d'un soin qui soit supérieur. Je dis, Baphomet, aide-moi. Donne à mes mains ce que tu dois donner. Et les personnes, souvent, ont l'émotion, ils pleurent. Quand j'ai fait appel, parce qu'il y a un amour extraordinaire qui m'est donné, et j'arrive à rentrer avec une facilité chez la personne qui est exceptionnelle. Moi, quand je fais ça, même moi, je suis ému à chaque fois. Je me dis, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, il m'a donné ce qu'il fallait, quoi. Donnez-nous un exemple de le truc le plus marquant qui vous a... la situation la plus improbable, parce que tout ce que vous nous dites, c'est juste depuis le début, c'est que de l'improbable. La situation la plus improbable, c'est mes enfants. Ma femme, enceinte de 3 mois pour mon fils aîné, va passer une visite chez le médecin. Le médecin lui passe la visite, puis il dit, Madame Maury, il faut revoir les vaccins, la rubéole, il faut la refaire. Hein. Donc il lui fait le vaccin de la rubéole. Et puis il dit, une fois que le vaccin était fait, écoutez bien, une fois qu'il était fait, puis il dit, Madame Maury, j'espère que vous n'êtes pas enceinte. Elle dit, non, j'ai mes règles. Elle dit, non. Mais il dit, on va faire le test quand même. Hein. Mais il m'a dit, si vous êtes enceinte, il dit, j'ai fait une bêtise. Il lui dit, hein, carrément. Hein. Ils font les tests, elle était enceinte. Donc le médecin, il dit, Madame Maury, on ne peut pas rester comme ça. Parce que votre enfant, il peut naître déformé, il peut naître avec des tares, puis il y a des handicaps. On ne peut pas. Et Baphomet, tout de suite, j'ai le message, il me dit, ton garçon, elle était enceinte de 2 mois et demi, hein, ton garçon sera magnifique, tu ne fais rien, tu laisses ton épouse aller au bout de la grossesse. Donc je dis ça au médecin. Le médecin, il me dit, Monsieur Horry, vous prenez un risque terrible. Oui. Il dit, moi, je ne peux pas vous interdire, mais vous prenez un risque terrible. Et moi, pour rassurer quand même mon épouse, parce qu'elle m'écoutait à la lettre, hein, elle avait confiance en moi, je lui dis, écoute, tu ne vas pas avoir confiance en moi. J'appelle un client qui est biologiste à Salerne, dans le Haut-Var. J'ai dit, c'est moi qui ai besoin de lui aujourd'hui, je vais lui demander conseil. Et donc, je l'appelle, il me dit, Jean-Claude, il me dit, tu prends un risque énorme. Il me dit, écoute, ce qu'on va faire quand même, il dit, je vais appeler Paris, je vais savoir qui a fait le vaccin. Donc, il a appelé Paris, 1 semaine s'écoule, mon épouse, elle avait le temps de cogiter quand même. Hein. Et au bout d'1 semaine, le médecin m'appelle, il me dit, Monsieur Horry, il n'y a aucun risque. Le vaccin, c'est des cellules mortes. Votre enfant ne risque rien. Donc ce qu'il m'avait dit, il avait dit vrai. Et la deuxième chose la plus spectaculaire, c'est que mon épouse, 2 ans après, est enceinte, donc de 4 mois et demi. Elle arrive au petit déjeuner le matin, elle perd les os. Et moi, je la regarde, je lui dis, ce qui vient d'arriver, c'est grave. Je l'emmène aux urgences. Bien sûr, on l'accueille aux urgences, on me dit, c'est délicat ce qui vient de se passer. Elle attendait une petite fille qui devait s'appeler Rose. Et on lui dit, on va l'allonger pendant quelques jours parce qu'elle avait perdu la moitié du liquide amniotique. Mais l'enfant risque de naître paralysé. Alors moi, tous les matins, j'allais la voir à l'hôpital, je magnétisais la petite et je faisais bouger la petite, je la sentais bouger. Hein. Mais au bout d'1 semaine, elle a fait une hémorragie, elle est sombrée dans le coma. On m'a descendu au bloc avec elle. Et quand on est descendu au bloc, mon épouse avait repris un peu conscience, mais elle était dans un état, je ne vous imagine pas. Et tous les appareils se sont éteints. Tout s'est arrêté d'un coup. Blam ! Et là, elle me regarde, elle me dit, j'ai perdu la petite. Et là, il constate que la petite venait de décéder, hein, le cœur s'était arrêté. Donc on l'a accouchée quand même normalement, avec tout ce que ça comporte. Et moi, j'ai demandé à prendre la petite dans mes mains. J'ai dit, moi, il faut que je lui dise au revoir. Donc la sage-femme était toute émue. J'ai dit, donnez-moi ma petite fille. Donc j'ai demandé de l'eau salée, j'ai fait le signe de croix sur le front. Je lui ai dit, écoute Rose, je suis ton papa, mais je ne t'ai pas connu. Je suis le plus triste des papas du monde. Mais je dis que ton âme aille où elle doit aller et je penserai toujours à toi de la même façon. Et là, on me dit, ne pleure pas. Mireille, c'est mon épouse, donc c'était en novembre 2009. On me dit, Mireille sera enceinte en mars 2010 et je serai là pour ton anniversaire. En mars 2010, mon épouse était enceinte. Et la petite qui est née, elle s'appelle Grace. Elle est née à quelques heures de mon anniversaire. Et l'équipe qui avait assisté au pire des choses à l'époque, c'était la même équipe. Quand j'ai dit ça dans la chambre devant le médecin, gynécologue, ils m'ont regardé, ils ont dû dire, il n'a plus de cheveux, le pauvre gars. On comprend pourquoi il est fou. Quoi. Il dit ça à sa femme, il est fou.
Et tout s'est passé comme je lui ai dit. Et la suite est encore belle parce que j'avais dit à ma belle-mère, j'avais dit attention, la petite, quand elle aura entre 4 ans, 4 ans et demi, elle vous racontera l'histoire. Et ma belle-mère l'a emmenée dans un parc un jour et elle dit à ma belle-mère, tu sais grand-mère, Rose, c'était joli comme prénom, mais Grâce, ça me plaît beaucoup. Et ma fille est très particulière. Pour ça, je vous donne des exemples concrets. C'est que cette Pour ça, je vous donne des exemples concrets. Hein. J'ai une vie qui est très, très particulière. On m'a testé au bout de l'âme, en disant, écoute ce que je te dis. Et si je n'avais pas écouté, je connaissais ni mon fils, et je connaissais ni ma fille. Pour ça, je veux des exemples concrets, j'en ai. Hein. C'est magnifique. Pour ça, quand je regarde mes enfants, je me dis, waouh. Et Baphomet, il m'a aidé dans ce sens-là, tout amour, quoi. Il m'a testé dans le sens de dire, est-ce que je peux te donner la suite si tu n'écoutes pas ce que je te dis? Et ça a été dans mes chairs, parce que c'était mes enfants, j'ai écouté. Et tout ce qu'il me dit aujourd'hui, j'écoute. Hein. Quand il me dit, des fois, il me dit, non, pas pour toi. Et regardez, quand j'ai quitté le train ce matin, en arrivant à 11h à la gare de Lyon, je pense à lui, je dis, écoute, je vais avoir besoin de toi pendant l'émission, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Je sors pour sortir sur le quai, un jeune qui était dans le siège avant se lève, il sort devant moi, il avait un t-shirt, c'était marqué ABC. Donc j'ai rigolé, j'ai dit ok, j'ai compris. On ne peut pas le faire ça. C'est fou parce que la question que j'allais vous poser, parce que franchement je bois vos paroles et ces histoires comme ça, je pourrais m'asseoir et vous écouter pendant des heures. La question que j'allais vous poser, c'était est-ce que vous lui avez demandé Non. Si vous pouviez venir ici? Je n'ai pas demandé. Parce que c'est pas une pudeur, mais je n'ai pas demandé parce que, comment vous expliquer? Je ne suis pas du style à faire un numéro ou dire demain, tiens, je m'appelle Jean-Claude Horry parce que j'ai un don et je vais faire ça. Non, je ne lui ai pas demandé, mais lui, dans sa tête, je suis persuadé. Je l'ai ressenti après parce que c'est là, dans le train, que je l'ai ressenti fortement. Il me disait, oui, il fallait que tu y ailles. Alors, moi, je vous ai ressenti bien avant de venir. Alors que je ne vous ai jamais rencontré. Hein. Non. Je vous ai vu peut-être en vidéo à la mission, machin. Mais on me disait, va voir Marc, qui ne s'appelle pas forcément Marc, mais va voir Marc, va voir Marc. Et il y avait quelqu'un d'autre qui se présentait dans mon dos, et qui vous connaît très bien, et qui me disait, dis-lui qu'il arrête de se torturer l'esprit par rapport à dire, est-ce qu'il aurait pu discuter plus avec moi? Est-ce qu'on aurait pu échanger plus? Est-ce qu'on aurait pu avoir plus d'amour à s'échanger l'un et l'autre? Et il me montrait votre papa, qui était pudique, il se montrait. Alors c'est marrant parce qu'à un moment donné, il s'est montré parce que, alors attention, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais il avait un peu ce côté gauche là, il était un peu voûté vers l'avant comme ça, il me montrait ce côté gauche, il me montrait un peu sa main sur le cœur et puis il me disait, oui, il m'a dit, mon parcours n'a pas été celui qu'on pourrait non plus espérer ou calculer. J'ai fait ce que je pouvais, mais quelquefois, par pudeur ou par introversion, j'ai pas pu donner ou faire ce que j'aurais dû faire comme je le souhaitais. Mais il me dit, moi, quand je vous ai vu, j'ai dit, c'est quelqu'un de bien, quoi. Faut que je le rencontre. J'ai pas honte de le dire, hein. Il faut que je le vois. Non, mais d'abord, je suis très touché par ce que vous dites. Après, je suis toujours obligé, parfois, de prendre le contre-pied de ça. Oui, mais j'ai compris. Non, mais je suis toujours un peu obligé. Et c'est vrai que cette histoire par rapport à mon père, je l'ai racontée plein de fois. Mais moi, je ne l'ai pas entendue, moi. Et donc, il y a plein de gens qui vont se dire, attends, il a peut-être vu une émission. Mais moi, je ne l'ai pas entendue, moi. Moi, je n'ai pas regardé, moi, j'ai pas vu une émission parler de votre papa, moi. Je ne l'ai pas vu. Non, mais de toute façon, mais je vais vous dire, je vais vous dire, la première phrase qui me vient comme ça, vous avez une tête de sincérité. Ça me fait plaisir. Déjà que vous me le dites, ça me fait plaisir. Vous avez une tête de sincérité. Je me dis, qu'est-ce que ce type qui a une voie toute tracée, professionnellement? Ah, tout à fait. Il est en place dans une structure où il a une retraite qui peut arriver très très vite. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Ah, oui. Une retraite qui peut arriver très très vite. Il est bon, même si c'est un métier difficile et que c'est des métiers, voilà. On sait combien c'est difficile. Bon. Mais qu'est-ce qui va aller se fourvoyer à raconter des histoires comme ça? Tout à fait. Alors qu'il a autre chose à faire quand même dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais je trouve quand même, vous savez, il y a une expression qui dit, je le dis souvent et on me le reproche d'ailleurs, on me dit, c'est trop facile de dire ça. Je parle des gens qui sont touchés par la grâce. Je trouve que vous avez été touché par la grâce. Je me rends compte aujourd'hui, moi. Hein. Ce Baphomet là,
Mais vous avez dû vous poser 1 million de fois la question du pourquoi moi. Ben, vous savez, quand j'organise une journée souvent, j'appelle ça une journée de stage. C'est pas un stage, mais c'est une journée où les personnes viennent. Je les invite à lâcher prise, je les invite à sortir d'eux-mêmes. Alors, c'est des paroles, il y a même 8 ou 9 personnes, je vais passer de l'une à l'autre en leur délivrant des messages. Toute la matinée, l'après-midi, je fais de la relaxation méditation et je les emmène dans mon monde à moi. Et quand je leur dis, écoutez, je vais vous faire un petit cadeau, je fais venir Baphomet. Alors, les gens crédules, ils me disent, je vais venir Baphomet. Ah bon? Je vais venir Baphomet. Et quand je leur dis ça, quand ils sentent l'arrivée de Baphomet, parce qu'il y a des cartésiens, il y en a, il y a des gens qui croient un peu, mais tout le monde est gelé jusqu'aux os en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette énergie ?» Et là, j'ai plus les mêmes yeux, j'ai plus la même vibration, il est là avec moi, et il leur donne ce qu'il doit leur donner, c'est exceptionnel et c'est impressionnant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut se manifester, il ne peut être ressenti qu'à partir du moment où vous êtes dans cet état méditatif? Non, non, parce que, je veux dire, moi, il peut très bien se présenter. Regardez, quand cette voyante est venue, je n'avais pas demandé à ce qu'il soit derrière moi, et il était là. Mais souvent, je le sens qu'il m'accompagne, il est là. Ah oui, il est là. Ah oui, c'est important. Moi, j'ai eu un accident de ski, tiens, il y a un exemple concret. Il y a 5 ans, rupture totale des ligaments croisés, etc. On me descend en barquette, les pisteurs. Je vais passer la radio, on me dit, oh là, la catastrophe, monsieur, vous n'avez plus le ligament croisé, plus rien. On m'emmène à l'IRM, on me dit, fini le sport pour vous, fini. Et puis moi, j'avais accès, je me magnétise, et puis je demande à Baphomet, je dis, écoute, Baphomet, faut pas que tu me laisses comme ça, quand même. Faut pas que tu me laisses comme ça. Donc j'avais une attelle, je l'ai enlevée au bout de 48 heures. J'ai marché avec une petite canne, j'ai commencé à refaire certaines choses au niveau magnétisme et puis à me remuscler à ma façon. Je recours, je nage, je refais du ski, j'ai jamais été opéré. Moi, comme je dis, je suis prêt à aller voir même des médecins qui passent des examens, qui me testent. Je suis ouvert à tout, mais qui m'expliquent pourquoi. Quelle histoire, monsieur. Non, mais oh là là, qu'est-ce que j'aime ces histoires-là. C'est pour ça que c'était pas avant, mais maintenant que je devais venir vous voir, oui. Parce que, ouais, moi, je me sens comme un poisson dans l'eau, même, si demain, je fais je dis pas une conférence ou une mini-conférence, où les gens me posent des questions, mais je suis capable de parler avec eux pendant 10 heures. Et je vais m'éclater, je vais me régaler. Parce que j'aurai analysé la salle et je vais leur dire à chacun ce que je dois leur dire, d'une façon même spirituelle, d'une façon avec un message précis, non vulgaire, mais les gens ont des émotions et puis ils vont me regarder, ils vont dire « Waouh !» Quand vous rentrez dans des lieux, vous ressentez? Ah oui, tout à fait, oui. Quand vous êtes rentré ici? Ah j'ai bien ressenti le lieu. Ah oui. Déjà, vous avez commencé à baisser Talk, il y a amour, le bien-être, et puis... tout ce qui est le C, c'est tout ce qui est la curiosité de connaître la vie, de connaître les gens. Donc déjà, ABC, c'est beau, déjà d'avoir mis ABC. Oui, hein? C'est vrai. Ah oui, c'est important. J'aurais pas ressenti, je veux dire, certaines choses. J'aurais pas été... Non, vous n'auriez pas fait la démarche. Ouais. Puis alors, il y aurait eu des freins, il y aurait eu un grain de sable dans le mécanisme, j'aurais pas pu le faire. Quand on a donc Baphomet comme ça, et qu'on a ces enseignements... Je suis toujours, et j'espère que vous n'allez pas me répondre la réponse que j'attends, mais je suis toujours intrigué sur... Vous n'avez pas envie de savoir ce que notre monde nous réserve, ce qui va se passer, je l'ai un peu écrit dans ce livre, La Source. La Source, c'est... J'ai voulu, à un moment donné, on m'a interpellé et on m'a dit, pose-nous toutes les questions du monde et on t'y répondra. Et j'ai posé les questions. Comment une femme était enceinte? Basique, hein. On m'a dit pourquoi. On m'a expliqué pourquoi on parle, entre guillemets, dans notre monde aujourd'hui, de racisme. On m'a expliqué pourquoi. Avec toujours un français extraordinaire, mais j'ai posé mes questions. Le monde va mal. Et moi, dans ce livre, je disais, la guerre est à nos frontières. Oui, je l'ai dit déjà depuis 2023. Et on y est. Ça arrive à nos frontières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est plus nos chefs d'État, je ne fais pas de la politique, je suis apolitique moi, mais de dire aujourd'hui c'est notre richesse, c'est notre savoir, c'est tout ce qu'on veut, mais on veut toujours aller plus loin, donc l'argent, donc le reste, ça provoque cette guerre.
Mais la guerre, le monde va mal parce que financièrement, je disais toujours à l'époque, les gens se foutaient de moi. Je leur disais, si vous avez une assurance vie, arrêtez votre assurance vie, vous n'allez pas récupérer votre argent. Pour ceux qui m'ont écouté, je leur dis bravo, le reste, ils ne pourront pas le récupérer. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Non, mais c'est important. Mais c'est quoi la suite? La suite, c'est que moi, je dis qu'on va vivre un autre monde. Parce que moi, j'invite les gens, je les invite. Et c'est important ce que je vais dire, même si on n'est pas croyant. Mais je les invite à quand même regarder ce qui se passe. Quand vous regardez la Bible, Jean, dans sa petite grotte à l'époque, dans l'Apocalypse, raconte un petit peu ce qui va se passer. Et si vous regardez aujourd'hui tout ce qu'il a dit avec ses mots d'époque, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc il va y avoir la fin des temps. C'est pas la fin du monde, hein, mais on va vivre autrement. Réapprendre à vivre ensemble, réapprendre à aimer en collectivité, réapprendre à partager et réapprendre à mettre les vraies valeurs au bon endroit. J'ai un arbre, je te touche, je te respecte. J'ai une fleur, tiens, je la sens parce que tu as un parfum extraordinaire. J'aime bien ton parfum. Remettre les vraies valeurs. L'autre question que je pose souvent aussi, c'est est-ce que vous avez le sentiment qu'on verra ça de notre vivant? Oui. Nous? Oui. Le troisième livre que j'écris, à un moment donné, je suis transporté dans le temps. Vous allez rigoler, vous allez voir, il va dire il est fou ce Jean. Non, mais je suis transporté dans le temps. Bon public, et à un moment donné, je me retrouve à Paris, fascine. à Paris, Versailles, alors que j'ai jamais habité Paris, moi. Hein. Et je me retrouve à Versailille, et je vois les gens qui sont là, en mouvement, ils crient, ils sont pas contents, les vitrines sont fermées, les rideaux sont fermés des vitrines, le ciel est ce jour-là est sombre, est gris, mais les gens manifestent, et je vois les gens pas contents. Vous voyez, je dis pas qu'on est en 1789, mais les gens sont dans la rue quand même, beaucoup de monde. Ça, c'est une vision que vous avez? C'est la vision que j'ai, et en même temps que je vois la vision, j'écris. Et à un moment donné, je vois deux jeunes qui passent devant moi, et je leur dis, s'il vous plaît, je dis, en quelle année nous sommes? Et les deux jeunes sont interloqués, je le marque tout en regardant ce que je vois. Hein. Ils me disent, vous me posez la question, mais vous êtes qui pour me poser la question comme ça? Mais il dit, on est en 2032. Donc on est en 2032. Donc 2032, c'est pas si loin que ça. Hein. Donc je suis en 2032, et le livre écrit parce que je pense que moi, personnellement, hein, on m'a montré les images, j'avais vu des langues de feu, j'avais vu du feu un peu partout. 2028-2029, c'est pas joli par rapport à ce qui se passera au niveau, la guerre, on en parle, hein, et par rapport à ce qui se passera ensuite. Donc on est en plein dedans. C'est pour ça que ce troisième livre, ça sera un peu la suite de la source que je vais appeler À demain. À demain. À demain. Aujourd'hui, donc vous êtes magnétiseur. Médium, oui. Médium, donc vous faites des soins. Oui. Les soins à distance, j'imagine. Beaucoup, oui. Ouais. Et la plupart des gens vous consultent en médiumnité, c'est du contact défunt? Beaucoup. J'en ai beaucoup, mais pas que ça. Ça peut être des entreprises qui vont me poser sans poser trop de questions, parce que j'aime bien, moi, quand j'appelle quelqu'un en visio, je leur dis, laissez-moi quand même le quart d'heure ou les premières 20 minutes, laissez-les-moi à moi. C'est mon ressenti, j'ai entendu votre voix au téléphone, parce qu'une fois que j'entends au téléphone, j'ai pratiquement fait ma consultation. Donc je vais leur parler de ce que j'ai ressenti une fois que j'avais raccroché. Et après, quand ils me posent des questions, il ne en reste plus beaucoup en général, je leur répondrai à leurs questions. Mais c'est des questions, ça peut être personnel, ça peut être sur le travail, ça peut être sur leur vie même affective. Hein. Mais je ne m'attarde pas trop que sur la vie affective, parce que pour moi, ce n'est pas le vrai travail, on va dire, mais tout ce qui est direction, travail, etc. Souvent, j'ai des résultats extraordinaires. Ouais. J'aime bien ressentir les gens, j'aime bien savoir où ils vont. Est-ce que vous avez peur un jour que Baphomet vous lâche? J'y ai pas pensé. Puis s'il le fait, je le respecterai. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je le respecterai. Ça voudra dire qu'à un moment donné, pour moi, c'est... En tout cas, quand vous en avez besoin, il est là. Ah, il est là, ouais. Ah oui. Et il vous vire la couette encore ou pas? Un peu moins maintenant, mais je le sens encore très présent, parce que dès que je suis à la maison, souvent, mon épouse me regarde, des fois elle me dit, mais t'es pas tout seul, parce que j'ai le regard qui change, mais je sais qu'il est là, il me regarde, pas qu'il me couvre, mais il est souvent près de moi. Et donc cette relation aux Templiers, ouais. Évidemment, quand on passe son temps il y a tellement d'écrits, tellement de suppositions sur le fameux secret des Templiers. On a fait des émissions d'ailleurs avec Johan Roche, qui est extraordinaire sur cette thématique des Templiers, parce que lui considère que le trésor des Templiers, il est là. Ouais. Il est à l'intérieur. Et le trésor dont on parle, ce n'est pas un trésor pécunier, matériel, c'est un trésor une petite anecdote intérieur. En parlant du trésor des Templiers. Rob Julien avait un musée pictural où il peignait ses tableaux.
Et au musée moi, je faisais des stages là. Je faisais des journées où il se passait des choses extraordinaires parce que les gens avaient perçu les moines templiers sortir des murs, etc. Donc, ils avaient senti les présences, ils avaient vu l'ombre passer. Il se passait chaque fois des manifestations extraordinaires. Et au milieu de ce musée, il y avait un puits. Donc, au-dessus de ce puits, il avait fait une dalle. Et tous les ans, la dalle, elle se soulevait. Et il faut savoir qu'au fond de ce puits, l'histoire que la femme de Rob Julien, la femme du peintre, m'avait racontée, c'est qu'il y avait un maître templier qui avait enterré 2 templiers avec un trésor. Et elle disait, le maître templier les a enterrés vivants, avec tout ce que ça comporte, pour pas qu'ils délivrent le secret. Alors il faut savoir que Rob Julien a toujours dit à son épouse, ne va jamais voir ce qui est au fond du puits, parce que lui y était allé. Il a dit, ne va jamais voir ce qui est au fond du puits. C'est pas maintenant que l'on saura ce qui s'y trouve, ça ressortira tout seul. Donc il y a quelque chose d'important. Et moi, quand je mettais les gens pieds nus au-dessus de cette dalle, dans le prolongement du puits, les gens ressentaient des vibrations extraordinaires. Personne n'a été voir. Non. Ouais, moi, je pense qu'il ne faudrait pas y aller, parce que je pense qu'on ne pourrait pas tenir le coup, quoi. Au niveau vibratoire, pour moi, c'est important. Ouais. Et d'ailleurs, elle était artiste parce qu'elle sculptait le plâtre. Et au-dessus du puits, elle avait fait un templier qui faisait bien 2,10 m, et elle l'avait sculpté, elle l'avait mis sur le puits. Quelle histoire, vous êtes un personnage, hein. Vraiment. Mais moi, j'adore ces histoires-là. Je sais que c'est une émission qui va interloquer beaucoup, mais c'est assez incroyable. Vous courez toujours ? Oui, je cours toujours. Combien ouais. vous faites au 100 mètres ? Ah ben, moi, je courais le 100 mètres à l'époque. À l'époque, j'ai 64 ans. Hein, non, mais 10 secondes 42. 10 hein. secondes 42, ouais. On est à 9,58 là, je crois. Ouais, 10 secondes 42, ouais. C'est beau. Ouais. Vachement bien. Ah oui. Ben, moi, j'ai des expériences que j'aurais pu faire parce que mon épouse, souvent, je me confie, mes enfants maintenant aussi. Mais je courais le 100 mètres en 10,42. Moi, je suis arrivé en sport-études Bar-le-Duc. Je courais le 100 mètres en 11 secondes. Donc, j'étais sportif, mais en 10 secondes 9, pardon. 10 secondes 9, 10,90. Et l'entraîneur que j'avais s'appelait Thierry Dabrowski. C'était un champion de France de décathlon. Et quand il m'a vu courir, il m'a dit, mais t'as qu'une force physique. Il m'a dit, tu sais pas courir. Ça faisait 11 ans que je courais. Hein. Et il m'a appris à courir. Et de 10 secondes 90, je suis passé à 10,42. Donc, il m'avait appris à courir. Et puis, un beau jour, il me dit, Jean-Claude, il dit, ça te dirait de faire du bobsleigh ? Du bobsleigh ? Du bobsleigh. Je dis, mais attends, mais il dit si. Rien à voir. Il m'a dit, le pousseur, il m'a dit, Ouais. moi, je suis en équipe de France de bobsleigh. Il me dit, le pousseur, il faut qu'il fasse moins de 10 secondes 5. Il m'a dit, tu pourrais faire les tests, quoi. Tu pourrais faire ceci. Et j'avais passé les tests. J'avais réussi. Hein. Donc, mais j'étais mineur, hein, j'étais pas majeur. Et mon père, à l'époque, n'a jamais voulu que j'aille au bout. Autrement, j'aurais pu partir avec eux, j'aurais pu faire... Parce que vous aviez une autre destinée. Oui, mais voilà. Mais pour vous dire, au niveau sport, j'avais des qualités sportives énormes. Est-ce que la gendarmerie aujourd'hui fait appel à vous Non. quand il y a des enquêtes ou des choses comme ça ? Non. Non ? Non. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que j'ai jamais eu l'audace d'aller les voir et leur dire ce que je pouvais faire. Alors, j'ai Ils vont le savoir maintenant. Hein. J'ai eu un cas à Cavalières-sur-Mer, c'était, je vais citer son nom, hein, je n'ai pas honte de le dire, Vincent Lagaffe, celui qui fait le juste prix. Hein. Je l'ai eu comme client. Et à l'époque, il m'appelle, je revenais de Nice de consultation, et il me dit, Jean-Claude, j'ai un ami très cher. Il m'a dit qu'il est responsable du port autonome de Cavalère. Il s'est fait enlever ce matin. Est-ce que tu peux me donner des indications ? Je dis, écoute, laisse-moi arriver à la maison, et je te rappelle. Il s'est fait kidnapper ? Oui, c'était fait kidnapper, ouais. Ok. Et donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je vois des mégots de cigarettes, mais je vois 3h du matin, 4h du matin. J'ai dit, mais il s'est fait enlever, mais je dis, le gars, il a une fleur de lys ici au poignet, celui qui l'a enlevé, une barbe. Donc, à la caméra, ils avaient bien vu que le gars, il ne me l'avait pas dit, mais c'était bien un barbu, quelqu'un qui avait une barbe bien fournie, qui l'avait enlevé. Et j'ai dit, il l'a emmené à la sortie de Cavalère, il est dans un bateau qui est en réfection. Ils l'ont mis là, mais il a une plaie ouverte ici à la tempe droite. Il est encore vivant. Je dis bien, il est encore vivant. Donc, il me dit, lui, il vend de jet ski, il regarde, il n'arrive pas à trouver, il en parle aux gendarmes. Les gendarmes, ils disent, ouais, oh, qui c'est qui vous a dit ça ? C'est un médium, ouais, oh, bon. Alors que ce que j'avais dit, c'était vrai, vous allez voir pourquoi après. Et j'ai dit, attention, on était vendredi, j'ai dit, aux alentours de dimanche soir, lundi, ils vont le ramener pas loin du véhicule où ils l'avaient enlevé, ils ont laissé le véhicule. Ils ne m'ont pas écouté non plus. On a retrouvé le corps près du véhicule, avec la plaie ouverte à droite. Il est mort. Il était décédé. On n'a pas entendu. On n'a pas voulu entendre. Et donc, ça ne vous donne pas envie si. d'aider plus ? Ah ben si. Ben si. Parce que c'est dangereux, parce que j'ai été gendarme, donc on ne peut pas se permettre de dire à un gendarme une fausse piste ou une fausse route si on n'a pas vu. Moi, je dis qu'il faut être clair.
si on a des indices, puis moi j'aurais la notion, parce que j'ai été gendarme, donc je dirais qu'un lien ou un lieu ou ce que j'ai vu, ça peut être très important pour un gars qui recherche, je me permettrai de pas dire des bêtises, quoi. Mais je veux dire, ça peut servir. Aux États-Unis, ils sont... sûr. Ils Non, ont mais ça- même en France, Ouais. on sait qu'il y a des tas de choses qui se font, mais c'est important. c'est pas toujours dit officiellement. Bah oui, c'est important. Mm. Ça peut servir à ça. Jean-Claude Horry, je suis très content de vous avoir rencontré. Moi, je suis très content de vous avoir rencontré aussi. Bravo, en tout cas, pour le courage que vous avez. Bravo pour cette façon de faire, de propager comme ça autant d'amour dans vos soins, dans vos médiumnités, la clarté de vos perceptions. Bravo à cette année de 1991, bravo à ce 16 heures. Bravo à Baphomet. Baphomet. C'est incroyable. Belle ça. rencontre, oui, ça a été ma rencontre. C'est incroyable. Qui a changé ma vie. Totalement. Ah oui, qui a bouleversé ma vie, ouais. Ah ouais, ça a été... Quand on décide de faire un truc d'officier et puis que du jour au lendemain, on se dit, bah non, en fait, je vais tout arrêter. Ouais. Et Ouais. tu vas faire quoi? Je sais pas. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, bah, j'avais un commandant à Toulon qui nous faisait l'OPJ. Hein. L'OPJ, c'est pas pour être officier, c'est pour être officier de police judiciaire, enquête, hein, comme on dit. Hein. Mais ils ont tous été dire comment ça se fait qu'il arrête, quoi. C'est vrai que j'avais la facilité de rédaction, j'avais la facilité de... Même dans le métier, j'avais déjà cette facilité-là. Bon, vous regrettez rien? Non. Ah oui, évidemment. Non. On va mettre évidemment tous les liens pour rentrer en contact. Elle va faire jaser cette émission, vous savez ça. Hein. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. En espérant qu'on se revoit. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Commentez avec bienveillance, s'il vous plaît, comme toujours. Gardez l'esprit ouvert, hein, voilà. Et vous savez, moi, je dis souvent, quand on est parfois interloqué ou quand il y a des choses qui nous heurtent peut-être dans ce qu'on entend dans les différentes émissions, je dis toujours, et s'ils avaient raison. Moi, je suis convaincu, je crois à 100% ce que vous dites parce que je l'ai reçu vibratoirement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Je trouve ça incroyable et je me dis que d'arriver comme ça avec autant de précision, autant de faits, et encore, j'imagine que vous n'avez pas tout dit, il y a plein d'histoires. Il y en a plein comme ça que d'histoires. vous avez pu, bien sûr. Ah oui, ça sûr. pourrait faire l'objet d'un autre livre même. Ça pourrait faire même l'objet Oui, d'un tout à autre livre. fait. Exactement. Tout à fait. Prenez soin de vous, Jean-Claude. Merci à vous, Merci Marc. infiniment. Commentez à vous. donc, partagez bien sûr, et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous, au revoir.